Saviez-vous que la France dispose d'assez de combustible nucléaire sur son territoire pour satisfaire ses besoins énergétiques pendant des milliers d'années? Fini les énergies fossiles, fini la dépense énergétique, fini la menace de l'épuisement de l'uranium. Ça, c'est la promesse des réacteurs à neutrons rapides. La France a fait des dizaines d'années de recherche sur cette technologie au point de devenir pionnière au niveau mondial avant de tout abandonner. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment fonctionnent ces réacteurs, quels sont leurs avantages mais aussi quels sont leurs défis. Comment se situent-ils par rapport aux réacteurs actuels? Et enfin, est-ce qu'ils feront partie intégrante un jour du parc nucléaire français ou est-ce que c'est déjà de l'histoire ancienne? Pour répondre à ces questions, je reçois Tristan Camin. Il est ingénieur d'études de sûreté nucléaire spécialisé dans le cycle du combustible. Une dernière chose, à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. J'ai ajouté des illustrations par-ci par-là pour agrémenter les réponses de l'invité. Voilà, je ne vous sollicite pas plus, tout de suite, l'interview. Bonjour Tristan Camin. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'études de sûreté nucléaire. Vous êtes également vulgarisateur sur le nucléaire civil sur Twitter, ou je devrais dire sur X. Et vous êtes membre aussi de l'association Les Voix du nucléaire. Donc c'est une association qui a pour but d'informer le grand public sur cette énergie parfois mal perçue. C'est important pour vous la pédagogie? Oui, moi ce qui m'a fait basculer dans le filière nucléaire, c'était justement de très bons pédagogues qui m'ont fait découvrir tous les aspects scientifiques et au-delà du sujet. Donc j'essaie de perpétuer cette vocation qu'on m'a transmise. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Certains ont reconnu les mots de Marie Curie, qui a eu un impact significatif dans le domaine du nucléaire grâce à ses travaux pionniers en radioactivité. Eh bien, je propose de consacrer quelques minutes sur les concepts de base de l'énergie nucléaire pour les profanes comme moi. Ça me semble essentiel pour comprendre la suite de l'interview. On entend souvent ou on lit souvent qu'en fissionnant 1 gramme d'uranium, on récupère autant d'énergie thermique qu'en brûlant 2,5 tonnes de charbon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cela, pourquoi l'énergie nucléaire est si concentrée? Alors en fait, il faut revenir à la composition de la matière et à ce qu'est en vérité un atome. On connaît tous le mot, mais ce que cela décrit exactement. Un atome, c'est donc un constituant assez élémentaire de la matière, quel que soit l'élément dont on parle, de l'oxygène au carbone en passant par l'uranium. Un atome se compose de beaucoup de vide, dans lequel évolue un nuage d'électrons, des particules très légères chargées négativement, des charges électriques négatives. Et au centre de cet atome, un noyau qui concentre lui quasiment toute la masse dans un tout petit volume, où cohabitent des protons, des particules lourdes chargées positivement, en même nombre que les électrons pour équilibrer les charges, et puis des neutrons qui sont à peu près aussi lourds que le neutron, et des neutrons qui sont à peu près aussi lourds que le proton, mais sans charge électrique. Neutre. Oui, d'où le nom de neutre, tout à fait. Ce nuage électronique, c'est lui qui va former les liaisons entre les atomes, former des molécules. Et donc toute la chimie de la matière que l'on connaît se passe au niveau des interactions entre atomes, des liens, des électrons qui partagent, des électrons qui échangent. Toutes ces réactions peuvent absorber ou libérer l'énergie, et typiquement la combustion d'une molécule organique, de carbone et d'oxygène en général, va séparer le carbone et l'hydrogène et l'oxygène et les réassembler en d'autres molécules, ce qui va libérer une quantité d'énergie assez importante aux échelles biologiques, on va dire, mais en fait une énergie très très faible par rapport à celle qui pourrait être extraite du noyau. La physique nucléaire, son nom l'indique, s'intéresse au noyau, et là ce ne sont plus des électrons qu'on va échanger, qu'on va partager, qu'on va éjecter. Ce sont directement la composition du noyau que l'on va modifier. Une fission nucléaire, c'est un noyau que l'on fragmente en plusieurs morceaux. Et en fait, l'énergie qui permettait de garder le noyau intègre, concentré, était énorme. Et cette énergie, quand on le fragmente, on la libère. Et c'est ça qui est la chaleur issue de la fission nucléaire. Oui, donc quand on brûle du charbon, on casse des liaisons chimiques. En fait, on casse les molécules. Tout à fait. Et dans l'énergie nucléaire, on casse l'atome. Donc, le noyau de l'atome. Le noyau de l'atome en lui-même. Qu'est-ce qu'un isotope? C'est un terme qu'on entend souvent. C'est pas forcément évident à comprendre. Par exemple, uranium-235, uranium-238, carbone-12, carbone-14. Quelles sont les différences et les similarités entre ces isotopes? Il faut noter que tout à l'heure, je disais qu'il y avait autant de protons que d'électrons.
pour équilibrer les charges. Et en fait, c'est ce nombre de protons et ce nombre d'électrons qui va définir un élément chimique. L'hydrogène a un proton, un électron. L'uranium a 92 protons, 92 électrons. Le nombre de neutrons, lui, peut varier, sans changer la nature chimique de l'élément. C'est-à-dire que dans l'uranium, on va avoir plusieurs nombres de neutrons possibles, et c'est la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons qui va donner le 235 ou le 138. Donc finalement, deux isotopes, ce sont deux atomes qui ont les mêmes propriétés chimiques, mais un nombre de neutrons qui diffère et qui va changer ses propriétés nucléaires, qui va changer comment il réagit à certains stimuli. C'est comme ça qu'on va faire la datation au carbone 14 par rapport au carbone 12, et qui va également être plus ou moins stable ou pas. C'est-à-dire que le carbone 14 est radioactif, le carbone 12 est stable. L'uranium 238 est très peu radioactif, l'uranium 235 l'est un petit peu plus. Voilà. Le nombre de neutrons va changer les propriétés nucléaires, et donc entre deux atomes de même nature qui n'ont pas le même nombre de neutrons, on parle d'isotope. On parle aussi de fissile et de fertile. On dit que l'uranium 235 est fissile, le 238 est fertile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, c'est en relation avec la réaction en chaîne. En fait, la possibilité d'assurer une fission de l'atome qui soit exoénergétique, donc qui libère de l'énergie. L'uranium 235, s'il est sollicité à une collision avec un neutron qui se baladerait dans un cœur de réacteur nucléaire, par hasard, va être conduit avec une assez forte probabilité à fissionner et donc à libérer de l'énergie. L'uranium 238, lui, parce qu'il est plus stable, ne va pas avoir ce comportement-là. En cas d'interaction avec un neutron, le plus probable, c'est qu'il l'absorbe. Pas de fission, il n'est pas fissile. En revanche, cette absorption va le rendre très instable malgré tout, et plutôt que fissionner, il va juste émettre une petite radiation et se transformer en plutonium. Plutonium 239. Lui, par contre, il est fissile. Donc finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'en arrosant l'uranium 238 de neutrons, on produit des noyaux fissiles. D'où la notion de fertilisation de noyaux fertiles. D'accord. Donc en fait, je t'ai dit une grosse bêtise, mais le fertile, il faut le neutron, il faut envoyer 2 fois du neutron pour avoir la même réaction que s'il était fissile de base, quoi. C'est ça. En laissant éventuellement s'écouler du temps entre les deux. D'accord. On a parlé de la force qui collait les éléments d'un atome ensemble, d'où l'énergie atomique. Est-ce qu'on peut faire de l'énergie nucléaire avec autre chose que de l'uranium si on arrive à casser les liens d'autres atomes ? En fait, oui, il suffit, entre guillemets, d'avoir des atomes qui ont cette propriété de pouvoir fissionner assez facilement en libérant de l'énergie. Parce que certains atomes, comme certains isotopes du lithium, peuvent fissionner, mais ça demande plus d'énergie qu'ils n'en libèrent. D'accord. Donc il faut trouver un isotope, un élément qui soit fissile et exoénergétique en cas de fission. La nature ne nous a pas gâtés, nous en a offert un seul sur Terre, l'uranium 235. Okay. Et puis la physique nucléaire nous a appris à en synthétiser d'autres, le plutonium que je citais un peu plus tôt, et d'autres qui sont encore plus difficiles à synthétiser. D'accord, il n'y a pas de plutonium dans la nature. Alors oui, il y en a, mais parce qu'on a épandu pas mal avec les accidents et les essais nucléaires. D'accord. Voilà. Et il y en a des traces infinitésimales qui datent de la formation de la Terre, mais qui seraient absolument inexploitables, plus rares que n'importe quel métal rare qu'on peut imaginer. Un concept dont on ne peut pas passer à côté quand on parle d'une centrale nucléaire, c'est la réaction en chaîne. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça marche ? Tout à l'heure, vous disiez qu'un neutron peut soit conduire vers une fission, mais qui peut aussi être capturé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, c'est le bon point de départ. J'ai dit un neutron qui se baladerait par hasard dans un réacteur nucléaire. En fait, d'où viendrait ce neutron ? Il viendrait lui-même d'une autre fission. Lorsque l'uranium 135 fissionne, il va libérer de la chaleur, des fragments de fission, les produits de fission. Et la chaleur, on va dire, c'est ce qu'on cherche. Hein. Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Ouais. Et puis, en plus de cette chaleur, de ces produits de fission, la fission va libérer 2 ou 3 neutrons, qui eux-mêmes vont pouvoir engendrer des fissions. Donc là, il y a 2 cas de figure. On veut que chaque neutron produit engendre une fission. À partir d'une fission, on en génère 3, puis 9, puis 27. Là, c'est une réaction en chaîne exponentielle. C'est ce qui est exploité dans les bombes nucléaires. Ou alors, on veut avoir un bon équilibre entre la part de neutrons qui engendrent des fissions et ceux qui sont absorbés ou perdus. Et dans ce cas-là, chaque fission engendre une nouvelle fission. On est sur une réaction en chaîne stabilisée, qui est ce qu'on a dans un réacteur nucléaire. Ok.
Justement, les réacteurs nucléaires, on va en parler plus précisément. On va parler des REP, puisque c'est les réacteurs présents dans la totalité du parc nucléaire français, mais aussi, je crois, la moitié du parc nucléaire mondial, et aussi, au passage, les sous-marins nucléaires, il me semble. Qu'est-ce que ça veut dire donc, ce sont des réacteurs à neutrons lents. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, un réacteur à neutrons lents? Alors, je me permets juste une petite correction. On est bien sur 100% du parc français, du parc de navires également, et 80% du parc mondial pour les REP. Les REP, ce sont les réacteurs à eau pressurisée et qui, effectivement, se caractérisent entre autres par des neutrons lents. Ce que ça veut dire, c'est que le neutron qui est libéré par une fission est très chargé en énergie, très rapide, et en fait, a tendance à tracer sa route à travers le cœur sans rencontrer d'atomes d'uranium, et donc à s'échapper du cœur sans engendrer de fission. C'est pas pratique pour faire une réaction en chaîne, donc on va le thermaliser, le modérer, en fait le ralentir. Cette thermalisation va se faire par des collisions successives, comme des boules de billard qui percuteraient un certain nombre de bandes ou d'autres boules et ralentiraient au fur et à mesure. Et cette thermalisation, ce ralentissement, dans nos réacteurs, va se faire par collision sur des atomes d'hydrogène présents dans l'eau, tout simplement, d'où le notion de réacteur à eau, et eau qui va aussi servir, en plus, un double effet, à transporter la chaleur que libère le cœur. Oui, dans les circuits secondaires, etc. Oui. Donc de l'eau qu'on va garder à haute température parce qu'elle transporte de la chaleur, et pour la garder liquide, on la laisse sous pression, d'où le nom de réacteur à eau sous pression. Oui, parce qu'elle est chauffée à 300 degrés, donc voilà, faut que ce soit de l'eau pour que ça marche. Donc, il faut rajouter de la pression. Et donc, vous l'avez un peu dit, mais tu l'as un peu dit, mais pourquoi donc ralentir les neutrons, c'est pour qu'ils aient ça a plus de chances de toucher les autres atomes et donc de provoquer cette fission. Donc ça, c'est un paramètre pour avoir une réaction en chaîne. Et il y a aussi le fait qu'à cause de ça, on doit aussi renchérir l'uranium parce qu'il n'y a pas assez d'uranium 235, pas assez d'atomes fissiles dans l'uranium naturel. En gros, si on mettait l'uranium naturel dans un réacteur, en fait, on n'arriverait jamais à arriver à une réaction en chaîne. Ça s'éteindrait très vite. En fait, on pourrait. Pour comprendre la notion de probabilité de collision avec le ralentissement, imaginez simplement traverser l'autoroute à pied. Et vous comprendrez très vite que la probabilité de collision est plus forte si vous marchez plutôt que si vous courez. D'accord. Voilà, je trouve que c'est une bonne comparaison. Et donc, c'est moins dangereux les réacteurs nucléaires que traverser l'autoroute à pied, oui, sans doute. L'espérance de vie, en tout cas, est plus longue à proche d'un réacteur qu'au milieu de l'autoroute. Ouais. Oui. Et en fait, l'eau a cette fâcheuse manie de, comme l'uranium-235, absorber une partie des neutrons. La plupart sont ralentis et vous pourrez faire d'autres fissions, mais une partie des neutrons vont être absorbés. Et ce qui fait qu'on ne va pas réussir à en produire suffisamment pour compenser cette absorption et entretenir une réaction en chaîne. Donc là, deux solutions. Soit on remplace l'eau par quelque chose qui absorbe moins les neutrons. Ouais. Donc là, il y a deux solutions, principalement dans le monde. Le graphite, notamment les premiers réacteurs français étaient au graphite, non pas à l'eau. Les réacteurs soviétiques type Tchernobyl étaient au graphite. Ou l'eau lourde, qui était aussi parmi les premiers réacteurs qu'on a fait dans le monde et qui sont encore dans les réacteurs canadiens notamment, refroidis à l'eau lourde. Elle va ralentir les neutrons sans les absorber. Et l'autre option, c'est ne pas changer l'eau, mais changer la matière fissile. On va doper la production de neutrons en augmentant la quantité d'uranium fissile, qui est l'uranium-235, dont on a dit dont on n'a pas dit d'ailleurs qu'il était présent à hauteur de 0,7% de l'uranium naturel. Ouais. Et donc on va augmenter la teneur dans l'uranium des réacteurs en uranium-235 fissile par ce procédé qu'on appelle l'enrichissement. Ouais. Et donc, il reste... donc, on arrive à 4-5% quand il enrichit. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5%. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le 95% de l'uranium, qui est 238, je ne dis pas de bêtises. Oui, pour celui qui passe en réacteur, finalement, à l'issue du passage en réacteur, une toute petite fraction de cet uranium-là, 30-138, va avoir été fertilisé et va être devenu du plutonium. Ouais. Et puis le reste demeure de l'uranium 238 et encore un petit peu 235 dans le combustible à la sortie du réacteur. D'accord. Et donc, on le réenrichit ou c'est un déchet ou que... Là encore, il y a deux stratégies, et même trois. Une première stratégie qui est la plus répandue dans le monde, c'est que le combustible sorti du réacteur est un déchet. On le met de côté, il finira en stockage à grande profondeur et voilà, on n'en fait plus rien. Il y a une autre stratégie, qui est la stratégie française actuelle, qui est d'aller récupérer toute la matière contenue dans ce combustible,
de tout ce qui n'a pas de réemploi, en faire des déchets, et tout ce qui peut être réemployé, le plutonium et l'uranium, le séparer et le mettre de côté. En France, aujourd'hui, le plutonium, on le recycle, et l'uranium, on l'a fait par le passé, et on envisage de recommencer à recycler l'uranium en effectivement le réenrichissant et en refaisant du combustible. D'accord. Donc le plutonium, donc c'est 239, donc il devrait être fissile lui aussi, donc on peut le mettre comme combustible ou... Oui. Alors, il n'y a pas que du 239, parce que le 239 ne va pas avoir systématiquement fissionné et va avoir aussi absorbé des neutrons, et on va avoir du plutonium 238 aussi d'ailleurs, du 240, du 241, 242. Donc il y a tout ce qu'on appelle un vecteur isotopique, un panachage d'isotopes de plutonium, dont le plus intéressant est effectivement le 39, le 239. Et ce plutonium a encore un gros potentiel énergétique, et on va le diluer dans l'uranium appauvri, l'uranium qui a été désenrichi, pour ensuite refaire du combustible. Et en France, comme ça, c'est à peu près 10% du combustible qu'on consomme dans le parc français qui est en fait à partir de matières recyclées. D'accord. Donc, il y a quand même une partie des déchets en France qui sont caractérisés comme inutilisables, non valorisables. Donc ça, c'est quoi comme atome? C'est extrêmement varié. Si vous avez en tête le tableau périodique, Ouais. vous cochez aléatoirement une case sur deux et vous êtes proche de la réalité. Ok. Voilà, on est sur un panachage très très large. En fait, ces déchets, les principaux déchets qui viennent du combustible sont de deux types. Trois types. Les déchets de structure. En fait, le combustible, ce sont des petites pastilles d'uranium qu'on met dans des gaines métalliques, qu'on va en gros fagoter ensemble, et toutes ces structures métalliques deviennent un déchet. Ça fait des déchets qu'on appelle de moyenne activité à vie longue. Et puis là, dans la matière nucléaire, il y a tout ce qui a fissionné, les résidus de fission, les produits de fission, on les appelle, et puis une petite partie qui sont ce qu'on appelle les actinides mineurs, c'est des atomes encore plus lourds et plus instables que le plutonium, qui se sont formés en toute petite quantité et dont on n'a pas l'usage. Donc ça va être des déchets de haute activité. Et dans le processus qui consiste à séparer les matières valorisables de ces matières inutiles, on va ensuite les vitrifier, c'est-à-dire les incorporer à un verre qu'on rapproche du verre volcanique, de l'obsidienne, pour pouvoir ensuite les couler dans des fûts et avoir un déchet solide, très peu corrodable et qu'on va devoir ensuite gérer comme un déchet. Donc maintenant, on va parler de réacteurs à neutrons rapides, où on peut utiliser une plus grande variété de combustibles. Parmi ce dont on vient parler, là, de ce qui sort du réacteur qui n'a pas été utilisé, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans un réacteur à neutrons rapides et qu'est-ce qui est finito CIGEO? Sous terre, quoi, il faut l'enterrer. Tout ce que j'ai appelé déchets, moi, restera déchet. En fait, ce qu'on appelle les déchets dans l'industrie, le jargon qui est dans le code de l'environnement, c'est en fait les déchets ultimes. C'est tout ce dont on n'a aucun usage et aucun usage à venir au vu de nos connaissances en physique et en technologie. En revanche, ce que je n'ai pas dit, c'est que les 10% de matières recyclées qui alimentent les réacteurs aujourd'hui ne sont pas à nouveau recyclables. Ouais. Le combustible qu'on fabrique à partir d'uranium appauvri et de plutonium, aujourd'hui n'est pas traité et n'est pas recyclé. D'accord. Et les réacteurs à neutrons rapides auraient la possibilité justement de recycler ces combustibles. Et donc là, on serait plus dans une logique de mono-recyclage, donc recycler une seule fois, mais de multi-recyclage, recycler le plutonium et l'uranium autant de fois qu'on le souhaite, avec à chaque fois toujours ces 4 ou 5% qui deviennent des déchets. D'accord. Et donc, au lieu d'avoir besoin de renouveler tout le stock d'uranium à chaque génération de combustible, on a besoin que de compenser les 5% qui deviennent des déchets. Et on va pouvoir les compenser avec de l'uranium appauvri, un autre atout des réacteurs à neutrons rapides, uranium appauvri qu'on a déjà en stock en quantité considérable. Donc finalement, avec ces réacteurs-là, dans un cas idéal à long terme asymptotique, on aurait 0 consommation d'uranium naturel. Pour des milliers d'années. Parce que, comme tu dis, on perd 5% quand même par cycle. Oui, donc plusieurs siècles au bas mot et plusieurs milliers d'années potentiellement, oui. Ouais. L'échelle de temps qui nous intéresse, je pense qu'on peut dire que ça règle un petit peu le problème. Donc, on va parler de réacteurs à neutrons rapides. On entend aussi réacteurs de 4e génération ou surgénérateurs. Est-ce que c'est des termes qui disent la même chose? Pas tout à fait. Faut un peu imaginer un diagramme de Venn, des parties qui se recoupent, qui se superposent et d'autres qui sont distinctes. En fait, ce qu'on appelle de 4e génération, c'est tous les réacteurs qui sont en rupture avec ceux qu'on connaît aujourd'hui, y compris en rupture avec l'EPR, pour différentes raisons. Certains parce qu'ils sont de design tout à fait différent, avec du combustible, avec un usage à très haute température pour produire de la chaleur industrielle.
d'autres parce que le combustible est carrément liquide dans le cœur. Voilà, c'est vraiment la quatrième génération, c'est juste en rupture avec ce qui se faisait historiquement, avec toujours un gap à franchir en matière de sûreté. Dans la quatrième génération, il y a entre autres plusieurs designs de réacteurs à neutrons rapides. Que ce soit des réacteurs... alors, je précise, pour avoir des neutrons rapides, il faut se débarrasser de l'eau, puisque l'eau avait la propriété de ralentir les neutrons. Ouais. Donc, pour les neutrons rapides, il faut substituer l'eau à un autre moyen de transporter la chaleur, le gaz sous pression à très haut débit, ou le plus répandu, le métal liquide. Ok. Donc, parmi ces réacteurs à neutrons rapides, parmi les réacteurs de quatrième génération, on a des réacteurs à neutrons rapides, notamment avec le métal refroidi au métal liquide. Et parmi ces réacteurs refroidis au métal liquide, on en a certains qui ont vocation à être surgénérateurs. Surgénérateur, ça veut dire qu'en fait, on va, à chaque passage en réacteur, produire plus de plutonium qu'on en a consommé en entrée. Et donc, c'est comme ça que finalement, on arrive à créer de la matière fissile en consommant de l'uranium appauvri qui, lui, n'a pas d'utilisation autre. D'accord. Donc, quatrième génération, est-ce que Super Phoenix, par exemple, Super Phoenix qui était un réacteur à neutrons rapides, Astrid aussi, sur ce diagramme là, où est-ce qu'il se place? Ils sont un peu hors catégorie parce que Super Phoenix, c'est un réacteur qui est antérieur à l'EPR, qui est lui-même de troisième génération. Donc on ne peut pas dire que Super Phoenix soit de quatrième génération parce qu'il ne serait pas au niveau de la sûreté qu'on attendrait aujourd'hui d'un réacteur de quatrième génération, par exemple. En revanche, en termes de grande ligne de la conception, oui. C'est un réacteur à neutrons rapides, refroidi au sodium liquide, qui avait vocation à être surgénérateur, donc il coche toutes ces cases-là de la quatrième génération. Astrid, c'est encore différent parce que c'est un réacteur de recherche, donc on ne peut pas vraiment le classer en génération, c'est un prototype pour la recherche scientifique. Donc, à la différence des EPR, on n'a pas parlé des EPR, mais en gros, c'est un REP en plus sûr. Oui. Peut-être plus efficace aussi. Un peu plus, oui. Le réacteur à neutrons rapides, lui, c'est une manière complètement différente de faire du nucléaire, façon de faire de la fission, de gérer les déchets. Comment, du coup, on entretient une réaction en chaîne maîtrisée dans un réacteur à neutrons rapides? Donc, j'ai compris que le modérateur n'était pas le même. Donc, vous avez dit du métal liquide. Et donc, les neutrons sont libres comme l'air. Enfin, je sais pas. Enfin, ils gardent leur charge initiale, leur rapidité. Tout à fait. En fait, on n'a pas de modérateur, parce que le modérateur servait à les ralentir. Ouais. On n'a pas du tout de modérateur dans un réacteur à neutrons rapides. Et donc, on va avoir beaucoup plus de pertes de neutrons qui vont tracer leur route, comme je disais tout à l'heure, à travers le cœur, sans rencontrer de plutonium ou de noyau de fissile. Donc, pour compenser, on a déjà un cœur beaucoup plus chargé en atomes fissiles. C'est-à-dire que sur un réacteur repressurisé, on était entre 3 et 5% d'uranium-235. Ouais. Sur un cœur type Super Phoenix, on est à 20% de plutonium. Ok. Donc déjà, on va charger en quantité de matière fissile, donc produire beaucoup plus de neutrons. Et en fait, tous ces neutrons qui vont se barrer, on va chercher à ne pas les perdre. Et on va enrober le cœur d'une couche de matière fertile qui va absorber une partie des neutrons qui s'échappent et donc se fertiliser et devenir fissile. Et c'est comme ça qu'on a un surgénérateur. On a hors du cœur de la matière fertile qu'on va fertiliser, qui va pouvoir ensuite devenir du combustible. D'accord. Ok, donc ça n'a rien à voir. Le combustible, donc il y a 20% de plutonium. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on met L'uranium appauvri. Okay. Donc de l'uranium à 99,8% à peu près d'uranium-238 qui est fertile. Et on entend souvent dire qu'on produirait moins de déchets. Du coup, comment ça se fait? Donc, on utilise la matière de manière plus efficace? Alors, moins de déchets, ça dépend par rapport à quoi on compare. Un EP, un REP. Bah oui, mais par rapport à quelle logique de cycle dans l'ensemble, en fait. Ça, c'est une question qui se pose à l'échelle du cycle du combustible et pas que du réacteur. Okay. Parce que, en gros, si on gardait le cycle actuel qu'on a avec du plutonium qui est recyclé, où on va jusqu'à recycler l'uranium, pourquoi pas, on saura le faire, on était censé recommencer rapidement, et qu'on ne va jamais vers des réacteurs de quatrième génération, tout le combustible recyclé, le MOX, donc le combustible uranium-plutonium, ou l'uranium recyclé qui est passé en réacteur, tout ça deviendra déchet. Parce que comme je l'ai dit, on peut faire de recyclage qu'une seule fois aujourd'hui. Donc on va avoir considérablement réduit déjà par rapport à zéro recyclage, mais on va avoir tous les déchets vitrifiés dont je parlais, les déchets métalliques, et puis tous les combustibles recyclés. Si on va vers la quatrième génération, alors tous ces combustibles, on va les recycler à chaque fois en gardant que 5% de déchets.
Donc c'est ça qui va faire qu'on va réduire considérablement la quantité de déchets. D'accord. Mais donc tout ce potentiel combustible pour les réacteurs à neutrons rapides, entre guillemets, aujourd'hui, ils attendent une deuxième vie quelque part. Ils attendent une deuxième vie et pour tout dire, ils commencent à prendre de la place. Oui, Parce que à La Hague, c'est ça? C'est ça, dans les piscines de La Hague. Donc l'usine de La Hague a pour but de faire toute la partie séparation de matières valorisables et non valorisables. Et tous ces combustibles déjà recyclés, ils sont ramenés dans l'usine de La Hague quand même, dans les piscines. Et vu qu'ils ne sont pas recyclés, ils ne font que prendre de la place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les piscines approchent de leur saturation et qu'EDF étudie la construction de nouvelles piscines sur le même site. D'accord. On reviendra aux perspectives plus tard et de ce qu'on fera de toute cette matière. Mais restons un peu sur les avantages du réacteur à neutrons rapides. Donc, on a dit qu'il recyclerait ce qu'on a dans les piscines. Il utilise une plus grosse partie de l'uranium. Il y a quoi d'autre comme avantage? Alors, je veux dire, là, c'est beaucoup sur le combustible. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Oui, parmi les avantages, il y a le fait qu'on est sur des réacteurs qui fonctionnent à plus haute température et à moins grande pression. D'accord. Donc moins grande pression, ça peut vouloir dire une sûreté renforcée, mais on en discutera, c'est pas si trivial. Et plus haute température, ça veut dire un meilleur rendement. Donc pour une même production électrique, moins de rejet de chaleur et potentiellement des usages directs de la chaleur. C'est-à-dire que des industriels pourraient être intéressés pour récupérer une partie de la chaleur pour leur processus et le reste servira à produire de l'électricité. Donc on est sur des réacteurs plus performants d'un point de vue thermodynamique. D'accord. Plus de bonnes raisons d'aller se coller à la centrale qu'avec une eau à 300 degrés qui n'est pas si chaud pour l'instruire. Oui, c'est un peu l'idée. Ouais. Même un peu plus bas que ça, parce que l'eau du réacteur repressurisé est à 330 degrés dans le circuit primaire, mais dans le circuit secondaire où est la vapeur, on est plus sur du 280. D'accord. Alors qu'on serait à plus de 300, voire plus de 400 pour des réacteurs à neutrons rapides génériques. Et il y a aussi une question d'inertie, non? Le sodium garde mieux l'inertie Oui, ça fait partie de la sûreté aussi, c'est qu'en fait, s'il y a une envolée de température, on risque vite, sur un réacteur repressurisé, d'aller faire rentrer le cœur en ébullition et d'avoir une perte de refroidissement parce que l'eau vapeur emporte beaucoup moins de chaleur que l'eau liquide. Le sodium, pour le porter à ébullition, il faut atteindre une température beaucoup, beaucoup plus élevée que celle auquel fonctionne le réacteur. Donc, c'est des marges par rapport au risque de perte de refroidissement. Justement, sur la sûreté, on peut en parler. Est-ce que c'est plus sûr? Est-ce que c'est plus fiable? Tout ce qu'on reproche au nucléaire, prolifération, agression externe, etc. Corrosion. Alors globalement, tout ce qui est risque d'agression externe ou à la corrosion, c'est du design, à quel point on blinde le bâtiment, à quel point on dope les matériaux, ça c'est des choix d'ingénierie, c'est pas intrinsèque au réacteur. La question sur la sûreté qui est très intéressante, c'est celle du sodium, parce que comme je l'ai dit, il donne beaucoup plus de marge à l'ébullition, il absorbe mieux la chaleur, donc il a effectivement plus d'inertie thermique. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre dessus ? Bon, globalement, il y a pas mal d'arguments en faveur, mais il y a un inconvénient qui est certain, c'est que le sodium a tendance à brûler au contact de l'air, voire exploser au contact de l'eau. Donc ça implique de grosses contraintes pour maîtriser ces risques d'interaction entre le sodium et l'air et le sodium et l'eau. Ce serait pas inédit, hein, ce serait pas le seul matériau inflammable qu'on utilise dans l'industrie, on a déjà eu des réacteurs au sodium, Phoenix qui a eu quelques incidents de feu de sodium qui ont été bien gérés. Superphénix qui n'en a pas eu à ma connaissance, donc on sait maîtriser ce risque, mais c'est un risque à prendre en compte en plus qu'il n'y a pas dans le réacteur repressurisé. Une question un petit peu de prospective. Est-ce que il y aura un jour des réacteurs à neutrons rapides en France de manière commerciale et surtout à quel prix ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le choix de faire des EPR que le problème du combustible est moins important que les autres problèmes du réacteur à neutrons rapides, entre autres peut-être le prix ou peut-être que la technologie n'est pas là, pas assez rapidement, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, je considère qu'on n'a pas vraiment le choix parce que des réacteurs à neutrons rapides sur étagère, on n'en a pas, alors que l'EPR est un produit qui commence à être relativement mûr. On n'a toujours pas démarré Flamanville, mais on a 3 EPR qui tournent dans le monde, 2 qui avancent bien en Grande-Bretagne, et on est en train de concevoir un EPR optimisé pour être plus facile à fabriquer. Donc aujourd'hui, on a plus ou moins que ça sous la main. À plus long terme, ça va être une nécessité non discutable de passer vers les neutrons rapides ou juste d'arrêter le nucléaire, parce que va se poser la question de la matière première.
On a aujourd'hui un siècle de marge en uranium, mais c'est une marge qu'on va progressivement attaquer. Et dans le courant du 22e siècle, on va forcément arriver à se battre un peu pour l'uranium si on n'a pas mis en place des grandes filières de recyclage et donc un neutron rapide. Donc je pense que c'est une nécessité à laquelle on ne coupera pas. Après, à quelle échéance on y viendra et à quel prix, je ne m'avancerai pas là-dessus. C'est des réacteurs qui sont, on le sait, plus chers, qui seront toujours plus chers que les réacteurs à eau, parce que notamment le risque sodium, j'ai dit qu'on savait le maîtriser, ça a un coût toutefois. Le cycle du combustible pour faire du multi-recyclage, c'est seulement des usines qu'on n'a pas encore aujourd'hui, qui auront un coût certain aussi à la fabrication et à l'exploitation. Donc on sait que ce sera plus onéreux. Après, à quel point, ça dépendra des optimisations qu'on arrivera à faire, que ce soit sur les grosses machines ou sur les petits réacteurs modulaires. Et puis plus sûr, en termes de sûreté, ce sera une condition en fait. On ne fera pas ces réacteurs-là si on n'arrive pas à apporter ce gain en sûreté qu'on attend à chaque génération. Donc les déchets de la piscine de la Hague ne vont pas terminer a priori sous terre un jour. Sauf si on décide une décision stratégique politique qui est de sortir du nucléaire ou d'abandonner la logique de traitement-recyclage. Ça, c'est un point sur lequel j'aime bien mettre le doigt, c'est qu'on veut sortir du nucléaire pour arrêter les déchets. Et finalement, vu qu'on est dans une logique de cycle sur le long terme, arrêter le nucléaire va, pendant plusieurs décennies, faire fortement augmenter la quantité de déchets à gérer. Jusqu'à ce qu'à terme, on ait tout géré et qu'on n'en produise plus, effectivement. Mais sortir du nucléaire, ça veut dire beaucoup de déchets supplémentaires sur les bras. Ok, et CIGEO aujourd'hui, il n'est pas dimensionné pour ce qu'est à la Hague. Il est dimensionné pour les quelques pourcents d'actinides mineurs, déchets finaux, je ne sais pas comment vous dites. Il est dimensionné pour les déchets qu'on produit aujourd'hui, qu'on considère comme des déchets, donc effectivement pas les combustibles recyclables. En revanche, ce qui est dans la loi et ce qui a été pris en compte du coup par l'ANDRA, l'agence qui étudie CIGEO, c'est qu'il doit être conçu pour pouvoir accueillir du combustible usé comme déchet. Okay. Donc il y a un dimensionnement éventuellement à revoir, mais toutes les infrastructures de déchargement, de conditionnement, de transport, les études de forage ont été faites pour le cas où on mettrait des déchets combustibles entiers. Ok. Je voudrais qu'on fasse un pas en arrière, parce que le réacteur à neutrons rapides a une longue histoire en France, et peut-être en fait aussi longue que l'histoire du nucléaire civil tout court. La France a été pionnière des réacteurs à neutrons rapides, j'ai lu ça. Pourquoi on a démarré dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des choses sur la table. Pourquoi on a démarré avec des réacteurs, en fait on a démarré avec des réacteurs au graphite, bon bref. Pourquoi on est allé vers les réacteurs eau pressurisés au lieu d'aller à fond dans les réacteurs à neutrons rapides dès le début, puisque ça semblait être dès le départ une évidence par rapport à ce recyclage en fait. Alors pour des raisons physiques, on n'aurait pas pu démarrer par des réacteurs à neutrons rapides, parce que ce sont des réacteurs qui fonctionnent avec de l'uranium fortement enrichi ou du plutonium, surtout avec du plutonium qu'il faut avoir déjà produit, dans des réacteurs qui fonctionnaient, eux, à l'uranium enrichi. Oui, mais on avait déjà des petits trucs pour faire des bombes, pour faire du plutonium, 239. Oui, il aurait fallu un paquet de réacteurs, parce qu'entre les quelques kilos d'une bombe et les quelques dizaines ou centaines de tonnes de plutonium pour un cycle de réacteurs à neutrons rapides, ce n'était pas les mêmes ordres de grandeur. Donc non, la physique, de toute façon, nous dictait de commencer à minima par des réacteurs à eau. C'était un constat assez logique qui s'imposait après avoir fait toutes les études. Okay. En revanche, dans les années 50 et 60, on a très vite vu venir une pénurie d'uranium. Parce que c'est un minerai qui était très peu recherché, très peu prospecté, très peu exploité. On savait que les ressources françaises allaient vite tomber à sec, et on ne savait pas d'autres qu'il y avait comme ressources en uranium dans le monde. Donc c'est pour ça que la France, qui a très vite prétendu devenir une grande nation nucléaire avec beaucoup de réacteurs, s'est retrouvée à se dire « Ok, comment je fais pour avoir des réacteurs qui fonctionnent encore à la fin du siècle ?» À la fin du XXe siècle, à l'époque. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est parti sur les réacteurs à neutrons rapides très très tôt. Dès les années 60, on a conçu Mazurka, qui était une petite maquette critique, donc un réacteur qui a très peu de puissance mais qui permet de faire des études. Puis Rhapsody, un premier prototype, Phoenix, Super Phoenix. C'était cette crainte qu'on manque de matière première à terme. Bon, finalement, l'uranium, c'est comme le cuivre, comme le pétrole, on en a pour 20 ans depuis 50 ans. Au fur et à mesure que le nucléaire s'est développé, la prospection a augmenté, les technologies d'extraction sont améliorées, et donc plein de gisements se sont révélés. Et aujourd'hui, la pénurie d'uranium, elle n'est pas avant, au pire, la fin du siècle en cours. Okay.
Donc forcément, ça a un peu coupé l'intérêt des neutrons rapides, qui étaient, comme j'ai dit, plus chers, plus complexes à mettre en place, alors que côté USA, on venait mettre en place une filière de réacteurs repressurisés qui était très performant économiquement, technologiquement, et dont ils nous proposaient de nous céder la licence. Ouais. J'entendais dire Yves Bréchet sur je ne sais plus quelle interview, mais il disait aussi que c'est parce que eux, les États-Unis, bon, ils ont toute la place de stocker leurs déchets quelque part dans le désert, donc ça ne faisait pas de problème. Je ne sais pas si c'est une théorie ou... Je ne sais pas à quel point la place pour les déchets a pesé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet. Si on n'avait pas fait de recyclage du tout en France, on aurait une quantité beaucoup plus importante de déchets à gérer et qu'on arriverait à gérer quand même, mais sur l'échelle d'un siècle, 2 siècles, 3 siècles, c'est une quantité qui serait potentiellement problématique. Alors que tant qu'on recycle, on réduit très fortement le volume de déchets à stocker. Et dans le petit pays français, avec une géologie qui est assez contrainte, c'est plutôt une bonne chose. Donc, mais néanmoins, voilà, on s'est quand même dit que c'était pas une mauvaise idée d'envisager cette solution. Donc, il y a eu, comme tu as dit, Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix, Astrid. C'est des mots qu'on entend souvent. Bon, c'est un peu moins à la mode maintenant, mais pendant la commission d'enquête sur la perte de souveraineté, etc., de l'énergie, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Quel était le rôle de ces projets pourquoi ils ont fermé. J'ai l'impression que voilà, Phoenix, c'était quand même maintenant il y a un petit peu il y a longtemps. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas un réacteur à neutrons rapides français? Est-ce que c'est des raisons politiques, comme tu disais, économiques? On s'est rendu compte que ça coûte trop cher, mais on aurait pu se rendre compte très tôt. Pourtant, on a continué à faire des réacteurs de recherche. Quel est le sens de tout ça? Alors, pour commencer, j'ai commencé par Mazurka, parce que j'ai un petit faible pour ce réacteur-là. C'était vraiment pour comprendre la physique de base des réacteurs à neutrons rapides. Donc, on est sur du plutonium. Donc, on est sur un réacteur qui a une puissance de l'ordre de quelques watts ou quelques kilowatts à tout casser, refroidi à l'air. Et c'était vraiment pour brancher son smartphone, c'est bien. Même pas de production électrique derrière. Hein, c'était vraiment que faire des études de physique. Ensuite, on a eu Rhapsody, qui était un premier modèle de quelques dizaines de mégawatts déjà. Pour montrer qu'on arrivait à faire des réacteurs de puissance, des réacteurs qui passaient l'échelle du mégawatt à neutrons rapides refroidis au sodium. Et ensuite, on s'est dit, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, OK, on va lancer une grande filière de réacteurs à neutrons rapides. Donc le but, c'était d'aller vers Super Phoenix. Entre-temps, on a fait Phoenix, 200 mégawatts, pour faire beaucoup, beaucoup de recherches sur tout ce qui était cycle du combustible. Est-ce qu'on arrivait dans Phoenix, et on y est arrivé, à utiliser du plutonium recyclé 2 fois, 3 fois, 4 fois? Oui, Phoenix a montré que tout ça était possible, qu'on arrivait à maîtriser les feux de sodium, accessoirement. Et Phoenix a fonctionné jusqu'en 2010 quand même. Hein. C'est un réacteur de recherche qui a continué à travailler jusqu'en 2010. Et Phoenix était donc le précurseur de Super Phoenix, qui était lui-même le premier réacteur d'une famille entière, d'une gamme de réacteurs à neutrons rapides. Super Phoenix, c'était un gros morceau. On a fait un x6 en puissance par rapport à Phoenix. C'était le réacteur le plus puissant de son époque, en fait. De réacteur neutron rapide de son époque. C'était le réacteur le plus puissant de son époque. D'accord. Toutes catégories confondues, de France. Okay. Peut-être que les Russes étaient déjà sur les rails pour faire des réacteurs graphite de plus puissants. Mais oui, aujourd'hui, le parc français, c'est des réacteurs de 900, 1300 et 1500 mégawatts. Et Super Phoenix, avec ses 1200, est arrivé avant les 1300. D'accord. Était censé arriver avant les 1300. Donc Super Phoenix a eu de grosses difficultés techniques. Il a fallu plus de 10 ans pour régler ses problèmes de jeunesse. Il nous a fait une EPR. Hein, voilà, vous connaissez l'épopée EPR, vous savez ce qui arrivait à Super Phoenix. Pour finir par avoir quelques années de fonctionnement qui s'arrangeaient, qui commençaient à prendre une bonne allure, et être sacrifié politiquement parce que c'était un totem de l'opposition. C'est le réacteur au sodium qui peut exploser à tout moment, le réacteur au plutonium qui terrifie, parce que le plutonium c'est la bombe, c'est extrêmement radiotoxique aussi. C'était le réacteur qui permettait de fermer le cycle et donc de presque résoudre le problème des déchets, en tout cas fortement le réduire, de résoudre le problème de la matière première. Donc c'était évidemment un totem à abattre pour les opposants nucléaires. Parce que les déchets, c'est la raison pour laquelle il faut stopper le nucléaire. Donc si on enlève ce problème, ça fait quand même un gros argument en moins aux opposants. C'est ça, c'est à la fois un réacteur qui faisait peur, donc qui justifiait une opposition, et un réacteur qui répondait à des inquiétudes. Et pour 2 raisons différentes, finalement c'était deux raisons de lutter contre. Et donc est arrivé l'accord PS écolo de 96 ou 90, enfin des années 90 de Jospin. Et donc la fermeture du réacteur en 97 après 2 années de fonctionnement à peu près correct.
D'accord, donc Phoenix a survécu à Super Phoenix. Et Phoenix a continué, parce que c'était un réacteur de recherche qui n'avait pas vocation à s'industrialiser. Et donc, il a été arrêté parce que Phoenix, il était en fin de vie. Ouais. Astrid. Astrid, c'était la renaissance du Phoenix, si je puis dire. C'était l'objectif en partenariat avec les Japonais, qui sont très intéressés par le recyclage des matières nucléaires aussi, de refaire finalement un Phoenix plus moderne, avec plus de capacité à incinérer, on appelle ça incinérer, à consommer les actinides mineurs, qui auraient été une matière en moins à sortir dans les déchets, pourquoi pas, et puis de faire tout ce qu'on voulait en termes de recyclage des matières premières. C'était lancé dans les années 2010, début des années 2010, je crois, fait le projet Astrid. Le CEA a bossé dessus pendant une petite dizaine d'années, avec les phases de faisabilité, d'avant-projet simplifié, avant-projet sommaire. Et puis est arrivée la question de, OK, sur le papier, le réacteur, il est prêt à construire, est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on met l'argent sur la table? Le CEA, financièrement, ne pouvait pas. EDF n'était pas intéressé, l'État n'était pas super motivé à juste donner cet argent en plus. Donc, est-ce qu'on met l'argent sur la table pour le construire? Et derrière Astrid, pour qu'il ait du sens, il fallait construire des nouvelles usines aussi de traitement et de recyclage. Donc, est-ce qu'on était prêt à sortir 20 ou 30 milliards d'euros pour un réacteur prototype et les usines qui vont avec? Bon, entre le fait que le prix de l'uranium était toujours très très bas, donc le recyclage n'était pas économiquement intéressant. On avait retrouvé 50 ans de ouais, réserve. C'est un peu ça, ouais. Et le fait que le nucléaire était toujours très très impopulaire, même à cette période-là. Bon, en 2019, l'EDF, l'État et le CEA ont décidé, un peu en catimini, sans consulter le Parlement, ce qui était une obligation légale pourtant, d'arrêter complètement le projet. Ok, trop cher. Trop cher et pas assez pertinent économiquement et électoralement. Mais ce stop and go, là, j'y vais pas, c'est terrible pour... je pense à tous ces cerveaux là qui se penchent dessus, à qui on dit penche-toi sur autre chose, là c'est fini, qui vieillissent, qui vont aller à la retraite, etc. On n'est pas en train de... Est-ce qu'on va pouvoir quand même capitaliser sur ce qu'on a fait quand même, si on veut s'y remettre? Là, ça devient tendu parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont connu Phoenix, Super Phoenix, qui avaient commencé à se pencher sur Astrid et à qui on a dit stop. En termes de compétences, finalement, le seul salut, à vrai dire, c'est les startups du nouveau nucléaire. C'est toutes les petites startups essaimées par le CEA pour ce qui est de la France, mais aussi dans d'autres pays, il y en a aussi, qui ont des ambitions de réacteurs de 4e génération et donc qui ont très très vite mis le grappin sur les personnes compétentes, que ce soit sur les sels fondus, sur le sodium, sur le plutonium, avant que ces personnes-là finissent à la retraite, pour essayer de les faire participer au moins aux premières esquisses de leurs réacteurs de nouvelle génération. D'accord. Donc le but, c'est peut-être d'en faire des plus petits, moins chers, moins contraignants. Ce serait un peu l'idée. De toute façon, c'est un peu la mode en ce moment dans le nucléaire, c'est les petits réacteurs modulaires, donc qui seraient de plus faible puissance, plus coûteux a priori à construire, parce que la puissance apporte un effet d'échelle qui réduit le coût, mais qu'on construirait par module, d'où le nom en usine, donc production en chaîne, et c'est là-dessus qu'on arriverait à gagner sur les coûts. Et le fait qu'il soit plus petit aussi, moins puissant, demande moins d'investissement initial, même si l'investissement au kilowatt est plus élevé, l'investissement dans l'absolu est plus faible, et donc les taux d'intérêt coûtent moins cher finalement sur le produit final. Ok. Et donc c'est comme ça qu'on développe des réacteurs de 3e génération, mais aussi que la 4e génération s'y met. Donc là, on a parlé beaucoup de la France. Dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réacteurs à neutrons rapides en fonctionnement qui sont un peu plus que des prototypes peut-être? Les plus matures à ce niveau-là, c'est côté russe. La Russie a mis en service en 2015 un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium de 800 MW, de 800 MW, donc une échelle déjà de réacteur industriel, qui a eu une consommation, qui a commencé à consommer du MOX, donc qui a commencé à faire du recyclage. J'en suis là en termes d'information. Est-ce qu'il fonctionne encore? Est-ce qu'il continue à progresser? Je ne sais pas. Toujours en Russie, ils ont commencé la construction il y a 2 ou 3 ans d'un réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb, celui-ci, au plomb liquide. Sinon, les innovations, alors côté start-up, c'est France, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Russie, et puis surtout la Chine. La Chine qui a l'ambition, les besoins énergétiques, les ambitions et les moyens d'être sur tous les fronts possibles, et donc d'avoir des start-up ou des laboratoires qui travaillent sur des réacteurs à eau, à sodium, au sel fondu, sur tout ce que vous voulez. Oui.
Et puis le Japon aussi, qui n'est pas en reste, parce que comme j'ai dit, ils ont une longue tradition d'échecs, mais de tentatives de faire du recyclage des matières nucléaires dans leurs réacteurs. Ok. Mais c'est intéressant parce qu'au final, on parle de ces réacteurs de neutrons rapides depuis 70 ans et il y en a un, quoi. Essentiellement, oui. Alors je crois qu'en Chine, il y en a un ou deux qui sont en service. En Inde aussi, je ne l'ai pas cité, mais je crois qu'en Inde, il y en a un qui est en construction et qui doit toucher à la fin. Ok. Mais globalement, ce qu'on va voir, c'est que ça va intéresser des pays qui ont soit des besoins énergétiques énormes. Oui. Donc ils sont partout, en fait, tout simplement. Je veux dire, ils sont sur toutes les technologies. Ouais, c'est un peu ça. Donc je pense notamment à la Chine, aux États-Unis. Soit très peu de ressources et beaucoup de nucléaire. Le Japon, la France. Voilà, et les autres pays n'ont pas l'envergure en termes nucléaires pour aller sur ce terrain-là. Et ceux-là, finalement, sont des pays qui sont assez riches, ou qui ont été assez riches, ou qui seront assez riches pour différer dans le temps ce problème pour pouvoir acheter de l'uranium sur les marchés et pas s'embêter avec ça. D'accord. Puis aussi, il n'y a pas que le nucléaire dans la vie. Hein. Donc, pour le même prix, on peut avoir d'autres choses, des énergies renouvelables, etc. Donc, après, chacun fait son choix. Donc, il n'y a pas que... Oui, il y a les énergies renouvelables, mais aussi, même dans le nucléaire, tu en as un tout petit peu parlé, mais il y a d'autres technologies qui sont sur la table quand il s'agit de futur du nucléaire. Il y a réacteurs aussi au thorium, à sel fondu, fusion, évidemment. Selon toi, quelle technologie a le plus de potentiel ou d'avenir ou de pertinence? Alors, les réacteurs à eau pressurisée, dans un premier temps, ceux qu'on a déjà aujourd'hui, mais dans les nouvelles générations, dans les petits réacteurs, ceux-là vont avoir la cote, j'ai aucun doute là-dessus. Après, à plus long terme, si on parle de 4e génération, moi je suis de l'école CEA, hein, j'ai été formé au CEA, donc sodium, sodium, sodium. Mais de plus en plus, c'est les réacteurs à sel fondu, où le combustible est sous forme liquide et circule dans le cœur ou dans des espaces confinés. En tout cas, le combustible est liquide. Ceux-là, alors, sont très ambitieux, ils ont beaucoup, beaucoup de défis à surmonter, mais ils ont également énormément de très belles promesses. Donc, je garde un œil très attentif sur ceux-là parce que il se peut qu'ils arrivent à trouver des réponses là où, côté sodium, on n'a pas réussi encore à en trouver. Je veux dire, dans une certaine gamme de prix, quoi. Ok. Avec un budget limité, on a des réponses à tout, mais voilà. Et puis, pourquoi pas en dire un mot, les réacteurs spatiaux aussi. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur et à garder un œil dessus. Les quoi? Les réacteurs spatiaux. Les réacteurs pour l'espace. Ok. En fait, côté États-Unis, Chine, Russie essentiellement, que les études sont lancées pour la propulsion spatiale à l'énergie nucléaire ou la propulsion spatiale électrique alimentée par des réacteurs nucléaires. À la place de l'hydrogène? Non, dans tous les cas, on aura besoin d'éjecter un truc. Donc l'hydrogène ou de l'argon ou du xénon. Mais soit la chauffe est réalisée par des réactions nucléaires et donc on éjecte un gaz, l'hydrogène, chauffé par un cœur de réacteur plutôt que par une réaction chimique. Soit on utilise des moteurs qu'on dit électriques qui éjectent de l'argon, du xénon, du krypton, qui sont très très performants mais très faibles, qui consomment beaucoup beaucoup d'énergie. Et plutôt que des panneaux solaires, on utiliserait donc des réacteurs nucléaires. Ok. Comme mot de la fin, comment tu vois le futur proche du nucléaire civil en France? Est-ce que il y a eu ces périodes-là, Astrid, Fessenheim, le nucléaire n'est pas trop la cote, du point de vue du public et aussi du point de vue des politiques. Aujourd'hui, est-ce que tu sens que le vent a tourné? Est-ce que c'était juste des annonces? Est-ce que tu es optimiste par rapport à ce qu'on va faire, à la main-d'œuvre qu'on va pouvoir mettre en face, les financements? C'est quoi le pouls? Moi, je suis plutôt pessimiste parce que on a effectivement une volonté politique et une opinion publique favorable, donc des vents très favorables à relancer une grande filière nucléaire en France. Et les choses ne se font pas. Il y a plein de décisions qu'il fallait prendre dans les 3 à 5 dernières années et qui aujourd'hui sont repoussées à 2027, 2028, à la prochaine mandature. Donc on va construire sans doute 6 EPR, peut-être 14, EPR2, peut-être 14, mais en fait tout un tas de décisions stratégiques fondamentales sur le très long terme, sur est-ce qu'on veut recycler quoi, combien de fois, dans quels réacteurs, dans quelles usines. Ces décisions-là doivent être prises, mais de toute urgence en fait. Parce que on sait que le nucléaire c'est lent, le nucléaire français est très lent, parce qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup d'administration, beaucoup de travaux. Et aujourd'hui, en fait, le calendrier politique
et pas du tout aux mêmes échelles que l'urgence qu'il y a côté industrie. Donc j'ai peur qu'on finisse par attendre d'avoir une alternance politique ou une bascule de l'opinion publique pour décider de ne rien faire, ou juste qu'on ne fasse rien et qu'on laisse l'industrie s'asphyxier faute de stratégie et de vision à long terme en fait. Bon, c'est un peu triste de terminer l'épisode. Ouais, mais ça. après, je peux tempérer. Je peux dire, si les décisions sont prises, si vraiment on se lance avec une ambition collective sur du recyclage, sur des nouveaux réacteurs de 3e puis de 4e génération, les choses peuvent se faire. On a le potentiel intellectuel, industriel en France, on a tout ce qu'il faut. On a un superbe navire, il manque juste un capitaine. Eh bien, merci beaucoup, Tristan Caron, pour Avec plaisir. cet échange passionnant.